l'Assemblée de Fabrique. Bonsoir les membres de l'équipe pastorale. Bonsoir les délégués des communautés locales qui viennent à cette deuxième de 3 rencontres de consolidation de notre processus de consultation pour la mise à jour du PDI. Alors, ce soir, nous avons des représentants de la paroisse Saint-Benoît, de la paroisse Sainte-Geneviève et éventuellement de la paroisse de Saint-Mathieu. Donc, je rappelle la finalité qui est la suivante. Étant donné qu'on ne peut pas tenir de plénière en personne à cause des restrictions de la santé publique, nous allons recueillir les fruits des conversations paroissiales qui ont été tenues dans la première partie de la consultation sur le PDI ce soir par un exposé de chacune des personnes déléguées par le groupe des 10 personnes qui devaient participer à la plénière. Dépendamment du temps qu'on a, on se réserve à peu près une demi-heure par groupe, par communauté locale. On va d'abord laisser la personne déléguée nous parler de ce qu'elle nous rapporte, puis s'il reste du temps, bien, j'inviterai d'abord les membres de l'Assemblée de Fabrique à poser des questions pour obtenir des éclaircissements, des clarifications, puis si le temps le permet aussi peut-être un peu d'échange. Alors, sans plus tarder, Madame Carrier, Louise, je vous appelle Louise, je vous invite à nous parler de ce qui s'est discuté lors de la réunion, lors de la conversation paroissiale qui s'est tenue avec les membres de votre paroisse. Donc, quel est le charisme? Qui est Saint-Benoît? Comment Saint-Benoît se pose, se situe par rapport à Notre-Dame-de-Foix? Et puis aussi, par rapport aux biens immeubles, qu'est-ce que vous auriez à nous dire par rapport à ça dans une perspective de projet? Je vous cède la parole. Merci. Bonsoir à tous. Vous m'entendez bien? Alors, la communauté de Saint-Benoît, c'est charisme essentiel. Ce qui s'est dégagé de la vaste consultation, c'est d'abord l'accueil des immigrants, les services aux malades et aux personnes âgées, la Saint-Vincent-de-Paul, la chorale, la catéchèse et nos généreux donateurs exceptionnels. On a déterminé ensuite quelle est la mission, développer l'engagement social fondé sur les valeurs évangéliques. Qui la communauté veut-elle servir? Tous ceux et celles dans le besoin autour de nous. Comment? En créant des occasions de rencontres intercommunautaires, générationnelles et culturelles. Voilà. Ça fait un résumé très court, mais directement dans ce qu'on avait proposé, parce que rappelons-nous que c'était une présentation que vous auriez faite plusieurs fois pendant les plénières, parce que les groupes auraient circulé devant vous. Ça, c'est comme vous nous avez donné une synthèse. Puis si vous approfondissez, si on vous demande d'approfondir plus, par quoi est-ce que vous commencez? Puis qu'est-ce que vous ajoutez? Bien, votre dernière question n'a pas été discutée en groupe. Je me verrais mal de prendre la parole au nom de toutes ces personnes-là au sujet de l'usage des lieux. Quelqu'un m'a suggéré d'accueillir chez nous le magasin qui est au coin de 4 Bourgeois et puis 12.
et qui éventuellement devra se trouver un nouveau local. Étant donné que la Saint-Vincent-de-Paul est déjà présente à chaque semaine dans notre paroisse, étant donné aussi qu'on va avoir de moins en moins d'activités des autres organismes, ils ont déjà eu des objections à l'utilisation des locaux parce qu'ils étaient tous occupés. Ça pourrait être un lieu d'échange avec les personnes qui ont besoin d'objets recyclés. Et ce serait une façon de s'impliquer dans le milieu social aussi. Quant à l'accueil des immigrants, je pense que c'est une force de notre paroisse. On a des gens qui sont déjà rompus à l'accueil des immigrants. Je pense que ça devrait continuer aussi. Les services aux malades et aux personnes âgées, d'autant plus que les circonstances font qu'ils ont de plus en plus besoin. Si je reprends la chorale, l'autre point, la chorale, c'est sûr que notre chorale était très présente, très appréciée, et on ne voudrait pas non plus que la chorale disparaisse. Quant à la catéchèse, il semble que ce soit sur pause pour un moment. On va probablement revenir là-dessus. Alors, je pense qu'on a les locaux pour des rencontres intercommunautaires, pour des rencontres générationnelles et pour des rencontres culturelles. Ce sont ces échanges qui seraient à privilégier dans notre lieu de culte à Saint-Benoît. Dans les échanges que vous avez eus, comment les gens voient la présence que vous décrivez, là, de la réalité du milieu de Saint-Benoît, donc cette présence, ce charisme qui vous êtes, comment les gens perçoivent cette présence dans le Grand Notre-Dame-de-Foix? Je vous avoue qu'on est perçu souvent comme ayant du leadership dans les actions qu'on entreprend. Et même perçu comme tel par le diocèse. Est-ce que vous me dites par là que les gens qui contribuent à Saint-Benoît voient naturellement cette contribution-là étendue à toutes les autres communautés autour? On pourrait étendre à toute la communauté. Oui. Comment est-ce que vous caractériseriez le sentiment d'être... on n'est plus seulement Saint-Benoît, maintenant on est plusieurs ensemble. Alors, ce sentiment-là chez les gens de Saint-Benoît, il est comment? C'est difficile pour moi de parler de l'ensemble des gens de Saint-Benoît, mais l'expérience que nous avons depuis plus de 10 ans avec Sainte-Ursule nous a prouvé que les gens étaient capables d'échange, étaient capables de travailler ensemble et je pense que ça pourrait s'étendre à d'autres communautés. Puis si on ajoute l'élément mission, l'élément être en sortie, aller vers les autres, répandre la foi et l'Évangile, qu'est-ce qui se passe particulièrement du côté de Saint-Benoît? Ben, je pense que les bénévoles qui sont au service des malades et des personnes âgées le font depuis plusieurs années. Et c'est un grand besoin dans le milieu. Et je pense que d'autres communautés pourraient se joindre à ces bénévoles-là pour étendre à d'autres communautés le service aux malades et aux personnes âgées.
Remarquez que je ne suis pas au courant si ça se fait ailleurs. Probablement que ça se fait dans d'autres communautés. Mais dans la nôtre, c'est très développé depuis longtemps. Oui. Pascal, tu as une Oui. question? Ben oui, moi, je voudrais revenir. Vous avez parlé que, je dirais, un des axes qui est un des points forts, c'est les rencontres intercommunautaires. Si vous deviez me dire, si vous vouliez intensifier ces rencontres intercommunautaires, ça serait quoi? Est-ce que c'est en termes de thématiques? Est-ce que c'est en termes d'événements spécifiques? J'essaie de donner un peu corps à cette idée-là. Ça pourrait être événementiel, en particulier avec d'autres communautés culturelles. Je pense que ça, c'est à développer parce que c'est surtout fort l'ancienne paroisse Notre-Dame-de-Foy, l'aspect culturel. Sainte-Geneviève aussi, probablement. Mais dans les autres communautés, dans la nôtre, on a développé cet aspect-là, mais je pense qu'on devrait aller plus loin dans les échanges culturels, en faire des événements, en faire des occasions de rencontrer des personnes d'autres milieux, même d'autres religions à la limite. OK. Est-ce qu'il y a des membres de l'Assemblée de Fabrique qui aimeraient poser des questions à Louise? Alors, j'en ajoute une. Vous, Louise, vous êtes impliquée depuis plusieurs années. Vous connaissez, vous avez probablement vécu dans Saint-Benoît avant le regroupement avec Sainte-Ursule. Et puis maintenant, vous voyez le regroupement avec Notre-Dame-de-Foy au complet. Et puis, on n'a probablement pas terminé d'une certaine façon de se regrouper de manière différente ou autrement avec les gens qui sont autour de nous, les autres communautés chrétiennes. Qu'est-ce que vous voyez comme défi dans un exercice de faire équipe ensemble ou de faire église de façon plus élargie? C'est d'attirer des plus jeunes que nous. Puis, qu'est-ce que ça vous suggère comme manière d'être, posture, disposition, comme communauté chrétienne? Je ne saisis pas votre question. Le fait d'être devant le défi d'attirer des plus jeunes que nous suppose quoi en ce qui nous concerne comme communauté chrétienne? Je pense que ça pourrait découler justement de certains événements qu'on pourrait organiser pour rencontrer d'autres personnes, des chefs de famille, femmes ou hommes, d'une génération qui nous précède là, et qui pourrait prendre la relève. Vous voulez dire d'une génération qui vous suit? Oui, qui me suit, oui, c'est ça que je voulais dire. Oui. Et puis, si je vous demandais de mettre le degré de confiance dans les réussites du projet de Notre-Dame-de-Foy que les gens ont à Saint-Benoît, sur une échelle de 10, vous le mettez où? Oh, j'aime pas ça quantifier ça. Mais, regarde, honnêtement, là, regardez ce qui arrive au bénévolat en général, là, actuellement. Le manque criant de bénévoles parce qu'on a enfermé les plus âgés. Qui fait du bénévolat? Les plus âgés. Là, je ne suis pas en train de vous dire après moi le déluge, là. Sauf que il faut habituer la relève à prendre le collier aussi, hein?
C'est dans ce sens-là. Puis, Pascal, oui. Oui, je poursuivrai sur l'aspect événementiel, puis avec le bénévolat. Donc, l'événementiel que vous faites, c'est surtout à base de bénévolat. Et la question qui est peut-être indiscrète, c'est est-ce que vous avez un support important de la paroisse, l'organisation paroisse, dans ce que vous faites, ou au contraire, vous dites, il me semble, on est freiné par la paroisse? Ah non, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Le dernier événement qu'on a organisé, on était 123 bénévoles. Voilà. Oui. Et en général, les idées ou les projets proviennent de ces bénévoles. Absolument. Pour avoir siégé sur le conseil d'administration de la fabrique, pour être sur le conseil de la chorale, pour être bénévole aussi avec Guylaine, on n'a jamais été entravé dans ce qu'on veut faire. Jamais. OK. Je vais céder la parole à Sylvie, puis ensuite André. Merci, Mme Carrier. C'est très éclairant ce que vous nous partagez. J'aimerais peut-être vous entendre un petit peu plus davantage sur l'accueil aux immigrants. Concrètement, ça signifie quoi dans votre milieu, peut-être pour le partage de tous? Là? Donnez des exemples concrets qui vous démarquent sur l'accueil des immigrants. Bien, à la paroisse, on a développé une procédure d'accueil et il y a un couple en particulier qui est très dévoué à ce sujet-là et un couple qui est constant dans l'accompagnement de ces personnes-là. Dès leur arrivée, pour l'intégration, ils sont vraiment des anges gardiens pour ces gens-là. Ils sont dévoués comme on a vu rarement ailleurs. Alors, ils ont une façon de procéder pour l'accueil. Ils ont une façon aussi de les intégrer. Puis chaque événement qu'on fait, ils s'assurent qu'ils vont être intégrés à l'événement. C'est leur façon de procéder. Puis les gens sont ravis de ça parce qu'ils assistent en grand nombre aux événements auxquels ils sont invités. Merci. André? Oui, bonsoir à tous et merci à Mme Carrier. Merci pour tout ce que vous faites à toute l'équipe de l'église Saint-Benoît. Une remarque que je voudrais faire et que je souhaiterais, je comprends que c'est un lapsus, je préfère le considérer comme un lapsus. Et ça arrive très souvent qu'on dise paroisse Saint-Benoît Abbé. Il n'y en a plus de paroisse Saint-Benoît Abbé, on le sait tous, mais tant qu'on ne force pas le vocabulaire à dire ce qui est, c'est-à-dire la paroisse Notre-Dame de Foix, on risque de faire croire à d'autres qui ne comprennent pas très bien la nuance que ça existe toujours la paroisse Saint-Benoît Abbé. Pour qu'on fasse paroisse Notre-Dame de Foix, il faut que progressivement on abandonne ces anciennes appellations pour ne dire que paroisse Notre-Dame de Foix. Je comprends que c'est un lapsus, on le dit toujours, ça arrive à tout le monde. Alors, ce que je voudrais dire, il y a un point de ma question qui a été soulevé par Sylvie, c'est ce que vous faites pour les immigrants, c'est une belle œuvre, sauf que je ne suis pas tellement au courant. Je ne suis pas tellement au courant. Et il y a des immigrants de votre milieu qui m'ont contacté à plusieurs reprises pour savoir pour avoir les bénéfices de services éventuellement de l'Église. Que j'ai référé, j'ai dû référer à d'autres personnes que je connaissais en particulier, mais c'est surtout à Saint-Matthieu que je les ai tous référés parce que je connais là une ressource qui pouvait les aider. Alors, ce que je voudrais soulever, c'est que je suis bien conscient, je suis bien informé, pas tant informé que ça, là, mais je sais que vous avez beaucoup d'initiatives et de très belles initiatives qui vont dans le progrès donc, de la nouvelle paroisse. Sauf que vous travaillez un tout petit peu à certains jugements, je m'en excuse. J'ai l'impression que vous travaillez un peu en vase clos. Il y a bien des activités que vous initiez
et que vous opérez, mais qui ne sont pas portés à la connaissance de tout le monde. Peut-être me diriez-vous que l'information paraît au feuillet paroissial ou bien dans, c'est pas moi, sur le site de la paroisse. Mais ce serait bon que pour certaines bonnes activités comme ça, qu'on puisse faire un prône un peu partout dans les églises pour dire qu'il y a telle activité à Saint-Benoît-Abbé. Je pourrais citer des exemples. Alors, ce sont des actions comme ça, je pense, qui vont être des actions inclusives comme ça, qui vont aider la nouvelle monture de la paroisse Notre-Dame-de-Foi. Encore une fois de plus, vous féliciter pour le beau travail qui est fait. Et puis, j'espère que nous tous, on ramera dans le même sens et que vous faites émerger une meilleure paroisse. Merci. Merci. Deux choses. La première chose, c'est que on a parfois invité des gens qui ont refusé l'invitation. On a souvent intégré les gens dans les événements qu'on a organisés. On est allé chercher des chorales d'ailleurs, des musiciens d'ailleurs, de d'autres communautés. Et à la communauté Saint-Benoît, on est ouvert. Peut-être qu'il manque de communication quand des événements ont lieu. Mais vous savez, quand on est dans l'action, souvent, on ne prend pas le temps ou on ne pense pas de faire du marketing. On est tellement occupé dans le feu de l'action. Mais je pense que l'aspect communication des événements devrait faire le tour de toutes les communautés. Ça, je suis d'accord avec vous. C'est une habitude à prendre. On a lancé des invitations déjà. Et des fois, on n'a pas eu de retour. Alors, il faudrait qu'on installe un système de communication, probablement, sûrement, entre les communautés et que vous nous disiez aussi ce que vous faites. Peut-être qu'on éviterait ainsi des dédoublements d'activités aussi. Voilà. Merci, Louise. Est-ce qu'il y a d'autres marguilliers qui souhaiteraient intervenir? Moi, je voudrais juste ajouter une chose, peut-être, sur l'accueil des immigrants. Je pense qu'on a un gros travail à faire dans la paroisse. Jean, sans doute, qui prend des notes aussi. C'est Jean qui a ce dossier-là cette année. C'est vrai qu'à Saint-Benoît, avec Nicole et Gaston, au niveau des Latinos, il y a un travail extraordinaire qui se fait. Mais je pense qu'il faut voir une coordination dans l'ensemble de la paroisse, de l'ensemble des immigrants qui arrivent de partout aussi, là. Alors, je pense qu'il faut réellement penser à ça parce qu'il y a un flot d'immigrants, on en est fort heureux, qui viennent dans notre paroisse, mais je pense qu'on a à s'en occuper un petit peu plus et avoir une structure d'organisation d'accueil pour nos immigrants. Merci, Denis. Louise, merci de tout ce que vous nous avez dit. Merci d'être présente. Merci de si bien représenter les gens qu'on connaît de Saint-Benoît. Vous restez si vous avez le goût pour la suite. Maintenant, je pense qu'on va se tourner du côté de la communauté de Sainte-Geneviève pour entendre la relation de ce qu'ils ont discuté. Nous avons Mario Vézina et Daniel Allard avec nous. Donc, lequel de vous deux souhaiterait... Malheureusement, je dois vous quitter. Je vous remercie et bonsoir à tout le monde. Merci, Louise. Donc, Mario, Daniel, lequel de vous deux souhaiterait commencer? Je pense que c'est Daniel qui va prendre le premier lead, là. Fait qu'après ça, s'il y a des questions, je répondrai aux questions. Bon, attendez. OK. Là, ça va, je crois? Oui. Alors, bonjour tout le monde. Mais d'abord, merci d'avoir décidé de réviser le PDI de 2017.
Pour ma part, là, je vais un peu me présenter. Là, je ne suis pas connu beaucoup de votre part. Je suis arrivé au comité de sauvegarde de Sainte-Geneviève qu'en novembre 2018 et j'y étais devenu donc le 12e membre actif. Je crois que ça faisait déjà au moins une année là, que ces gens-là travaillaient pour essayer de faire avancer la paroisse et la communauté. Nous y avons fait beaucoup depuis. Ensuite, comme on m'avait demandé d'animer l'atelier du 24 février dernier, je ne voulais pas, mais en tout cas, j'ai accepté, je l'ai animé du mieux que je pouvais. J'ai conséquemment accepté encore là, ce soir de livrer l'essentiel de la suite, quoi, de mon mieux. Évidemment, avec l'aide de Mario, là, qui est tout près de moi, là, qui lui connaît beaucoup plus tous les enjeux de la paroisse. On pourra volontiers, là, tous les deux, répondre à vos questions s'il y a lieu ensuite. J'espère qu'il restera du temps. Il y avait 23 personnes à notre atelier le 24 février et 14 avaient accepté de vivre les plénières de mars qui étaient initialement prévues. Je vous mets ces chiffres-là parce que, bon, ça bouge chez nous. Les 23, bon, moi et Mario inclus, évidemment, ont tous déjà reçu ce que je vous livre ici ce soir. Alors, allons-y. Pour vous aider à mieux connaître la communauté de Sainte-Geneviève et ses principaux charismes, c'est votre première question, voici l'essentiel. On y va assez large, là, mais beaucoup de personnes sont à différents niveaux, alors j'ai beaucoup d'informations à vous partager. C'est par écrit, on pourra vous le partager après aussi. Alors, Sainte-Geneviève, le quartier ou le secteur, je ne sais pas comment on doit l'appeler, c'est 4000 résidents, dont l'âge moyen est de 40 ans, mais avec autant de gens de moins de 14 ans que de gens de plus de 65 ans. 48 d'entre eux vivent dans des appartements. Côté bâti, justement, on parlerait d'environ 700 logements contre 1000 maisons familiales. C'est assez partagé. Là. Il y a des blocs appartements, puis il y a des maisons unifamiliales. Et dans les deux cas, ils se font plus rénover que reconstruire, en passant. Moi, je le remarque parce que si on va dans d'autres coins de la paroisse, on a tendance à démolir les maisons puis récupérer les terrains. Comme pour les autres clochers de Notre-Dame-de-Foix, l'église se trouve au cœur du quartier, avec l'école primaire voisine, son parc, les aménagements sportifs là, que vous connaissez tous. Mais ici, l'ancienne école de deuxième cycle primaire est devenue le centre communautaire Claude Allard, donc qui déborde d'organismes et d'activités culturelles et sportives. Le bénévolat, parlons-en justement. D'hier comme encore aujourd'hui, cette population que je connais, en tout cas moi, j'habite le quartier depuis 1966. J'étais jeune quand je suis arrivé là. Cette population se caractérise par le souci de l'entraide et la force du bénévolat. En tout cas, on pense que c'est un charisme, on n'a pas le monopole là-dessus, mais en tout cas, il est vivant à Sainte-Geneviève, ça c'est certain. Et l'Église aussi, avec son ancien presbytère, est devenue un véritable centre communautaire. On peut dire que c'est comme, il faut quasiment dire que c'est une annexe du centre Claude Allard. Il ne se passe pas les mêmes choses, là, mais un à côté de l'autre, ça fait un centre communautaire à deux adresses. Et ça bourdonne d'activités. Alors, on ne va pas passer à côté de la pastorale sociale, c'est important, beaucoup de gens qui défendent cet élément-là. Alors, en pastorale sociale, il y a des organismes qui travaillent depuis 20 ans, qui supportent particulièrement, mais pas exclusivement, le quartier. Là, je vous parle de 300 bénévoles qui gravitent dans ces organismes-là. Alors, je vais prendre le temps de les nommer. Il y en a 6 que je vais vous nommer. Le groupe de soutien à l'allaitement Châtelet, qui assiste et dépanne en moyenne une jeune maman par jour, 7 jours par semaine. Une équipe qui travaille en étroite collaboration avec le CLSC de Sainte-Foy-Sillery, qui est situé juste, on peut dire qu'il est dans Sainte-Geneviève. Deuxième, la Maison des grands-parents. C'est 100 bénévoles qui aident 300 enfants, notamment pour l'aide aux devoirs, les collations. Ils donnent des ateliers de francisation. Ils enseignent de l'art textile, de la cuisine, de l'électricité, de la correspondance pour aider à écrire. J'imagine que c'est ça que ça veut dire, correspondance, l'apprentissage de la lecture, les relations intergénérationnelles, c'est tout ça. Ensuite, la courte pointe. Ça, c'est une centaine de participants qui viennent en aide aux personnes en situation de pauvreté et d'isolement en développant des façons créatives de s'en sortir pour eux. On organise des déjeuners bon matin, de la cuisine ensemble. Ils font des achats partagés aussi. Ils vont même dans l'activité physique, les achats communautaires, je viens de le dire, l'aide à la lunetterie et même de l'aide alimentaire et psychologique. Quatrième, la table de la famille, qui coordonne une quarantaine d'organismes et qui organise entre autres l'habillement pour l'hiver des familles dans le besoin. Ensuite, il y a de l'aide à l'impôt qui se fait. On parle de presque 100 déclarations de revenus par année qui sont faites pour les gens à faible revenu. Vous connaissez ce que ça veut dire pour faire son rapport d'impôt? Bon, être en règle avec les revenus, ça permet d'avoir de l'aide après ça de l'État et tout ça.
Je corrige, c'est 1000 rapports. Oui, je n'ai pas dit 1000. Bon, c'est 1000 déclarations de revenus. Ensuite, le dernier que je vais vous nommer, c'est la popote. Alors, il y a dans le bâtiment une capacité de coordonner la distribution d'environ 10 000 repas chauds diététiques par année. Ça, c'est en opération 5 jours sur 7. Tout ça, là, c'est dans l'ancien presbytère. Tous ces organismes paient à la paroisse un loyer, à même leur budget, qui excède les 300 000 $. Je vous rappelle que c'est Monseigneur Pierre-André Fournier, qui était le curé d'alors, je ne sais pas quand, là, ça fait longtemps, je ne l'ai pas connu, lui, qui était appuyé par les marguilliers du temps, qui avait vu la nécessité de la pastorale sociale et qui avait implanté ce qui fut appelé à l'époque la maison de la pastorale. C'était pour faire quoi? C'était pour s'occuper des gens de la naissance à la mort, puis c'est encore ce qui se fait avec les organismes qu'il y a dans le presbytère et à Sainte-Geneviève. Laissez-moi vous parler de pastoral culte maintenant. Il y a un comité de liturgie qui est très actif et qui est à l'œuvre. Et ça fait qu'on a des activités presque à tous les jours dans l'Église. Je vais vous en donner un petit portrait. Pour l'unique messe de 9h30 les dimanches, habituellement, elle regroupe de 120 à 140 personnes, mais depuis la limite COVID à 25 personnes, ben, on est à guichet fermé. Donc, on a d'ailleurs l'opinion à ça qu'il y aurait lieu de penser offrir une deuxième messe dominicale, mais je pense que M. Cadrin, ça a été annoncé là, à partir du 15 novembre, si on a bien compris. On vous en remercie. Il y a aussi l'habitude d'y tenir un café rencontre destiné à favoriser les fraternités. Là, je pense que c'est une fois par mois. Ensuite, on fait la même chose pour la catéchèse aux enfants. C'est à Sainte-Geneviève que l'initiative avait été prise d'intégrer les petits aux célébrations hebdomadairement. Et ça, c'est un peu une fierté locale. On parle de charisme. Là. À cet égard, c'est toujours très touchant de voir les célébrants, les prêtres qui manifestent un chaleureux accueil à chacun des enfants. Là. Moi, quand je vais à la messe, j'en vois une dizaine là, qui défilent et qui participent à la célébration. Alors, ils sont d'ailleurs intégrés à la célébration. Puis, alors, je pense que c'est un petit charisme. Là. Si ça peut être contaminant pour les autres ailleurs, tant mieux. On est bien fiers de ça à Sainte-Geneviève. Il y a de la catéchèse qui se fait pour les jeunes du primaire le midi, puis de l'écoute et partage de la parole le soir. Ça, c'est les mardis. Il y a une messe le matin et un chapelet et la pratique de la chorale les soirs. Ça, c'est les mercredis. Il y a le cénacle dans l'après-midi qui est à chaque mois, puis encore une écoute et partage de la parole les soirs. Ça, c'est les jeudis. Il y a encore de l'écoute et du partage de la parole le matin, les vendredis. Il y a de la récitation du rosaire, des funérailles les samedis. Bon, ça, c'est... je ne sais pas s'il se fait encore des mariages, des fois, mais j'imagine que c'est les samedis. Alors, je pourrais aussi continuer à mentionner dans les actifs à Sainte-Geneviève, il y a un sanctuaire marial extérieur, ça, cette fois-ci, qui a été conçu par les enfants. Il y a évidemment, comme dans tous les autres bâtiments, un vaste garage fermé en arrière où Sainte-Geneviève, on s'en sert pour entreposer temporairement des articles d'ameublement qui sont ensuite redistribués aux gens. Je ne suis pas sûr que c'est la même chose ailleurs, mais en tout cas, à Sainte-Geneviève, on a la chance d'avoir un grand clocher qui est bien orienté et que ça sert d'antenne de télécommunications pour au moins deux entreprises. Donc, on le mentionne parce que c'est un actif remarquable. Ça fait rentrer beaucoup d'argent pour la communauté. Puis, on a la chance aussi à Sainte-Geneviève d'avoir un très vaste espace vert. L'église est un parc en lui-même. L'espace foncier de l'église, ça attire les enfants. Puis, on remarque que c'est une bonne nouvelle. Il y a 2 garderies aux alentours, puis les gens, ils s'en servent pour venir faire marcher des jeunes enfants. Alors, c'est un rôle des fois qui paraît anodin, mais c'est pas rien. Puis même les comités de loisirs aux alentours, on remarque qu'ils se servent des terrains de l'église parce que c'est des grands terrains gazonnés et, avec des arbres, avec de l'ombre. Cette année, on a réussi, on cogite, on brainstorm au comité de sauvegarde, puis on avait eu l'idée de démarrer des nouvelles affaires. On a réussi à faire un petit jardin communautaire en arrière de l'église. Là. Puis les légumes frais qui ont poussé ont été donnés à la Courtepointe. Là. Ça a fait ma journée sur un jour là, et je les ai appelés, je leur ai dit, regardez le petit jardin qui pousse en arrière à 15 pieds de votre porte, là, ben, c'est pour vous. Écoutez, ils ne savaient même pas. Là. Ils ont récolté tout ça, puis bon, il paraît que ça tombait bien pour bien des gens qui en avaient besoin. Enfin, grâce à la collaboration d'organismes, on a aussi accès gratuitement à Internet dans l'Église. Donc ça ouvre plusieurs possibilités d'animation et de diffusion. Des chorales, tout ça, des enregistrements. Il y a des enregistrements de disques qui ont déjà été faits à Sainte-Geneviève à cause de la qualité du son.
Je ne connais pas la qualité des autres églises, mais en tout cas, la nôtre est assez reconnue qu'on vient y faire des enregistrements. Il y en a eu au moins un, sinon deux, là, depuis un an de vidéos. Là. Alors, ça, c'est une valeur. Le bâtiment permet ça, en tout cas, de Neki. Enfin, il y a le grand stationnement de 150 places qui de fait, à Saint-Geneviève, constitue pas seulement le stationnement de l'église, il constitue l'entrée, le stationnement et l'entrée du parc global. Puis là, à cet égard, il faut savoir que dans le cas ici, il y a 40 places qui ont été louées par la Ville. Donc, la Ville de Québec s'en sert et paye pour réserver 40 places. Je pense que ça sert pour les usagers du centre Claude-Allard, mais peut-être d'autres raisons aussi. Et la Ville aussi utilise, puis ça c'est gratuitement, on le sait, le stationnement les nuits d'hiver de tempête. Alors ça, il y a une petite problématique autour de ça, là, parce que il y aurait peut-être moyen d'aller chercher plus de revenus. Là, ça pourrait être géré avec une autre approche. Puis, en tout cas, ça termine pas mal ce que je voulais vous dire pour ce qu'on est là, de A à Z. Pour terminer, la deuxième question, là, les charismes et ce qui a été discuté un peu pendant l'atelier, mais bon, là, c'est vraiment, on essaie de synthétiser. Là. Il y a eu deux changements fondamentaux qui ont eu lieu dans le temps et qu'on remarque, qu'on accepte à Sainte-Geneviève. C'est effectivement le déclin manifeste de la fréquentation du lieu de culte. Ça, c'est partout. Et je ne surprendrai pas avec le deuxième, l'afflux d'immigrants qui en a toujours eu à Sainte-Foy, mais il arrivait avant plus largement de l'Europe et maintenant, ben, ils arrivent partout dans le monde. Alors, ça fait de la diversité dans les langues et dans les couleurs. Et on a aussi remarqué que ces gens-là sont le vivier du bénévolat. Ça doit se passer de la même manière ailleurs, là, mais en tout cas, ça, on le vit quotidiennement, on le vit bien à Sainte-Geneviève. De sorte que les gens de Sainte-Geneviève sont bien conscients que leur église est présentement trop grande pour le seul culte. Mais ils tiennent fortement à garder une partie de l'église pour le culte. Ça, je commence à répondre à votre deuxième question. Ils sont aussi conscients du fait que la façon de témoigner de leur foi diffère de ce qu'ils avaient cours autrefois. Les paroissiens et les paroissiennes qui se sont penchés sur la question ont vite touché à l'évidence que la foi d'aujourd'hui se manifeste davantage dans l'action, rejoignant dans ce constat, ce que prône d'ailleurs le pape François actuellement, c'est-à-dire la mise à l'avant d'une pastorale sociale qui puisse rejoindre ceux dont les besoins divers appellent l'entraide, la compassion et les secours spécifiques. Enfin, les citoyens, en tout cas ceux qui étaient à l'atelier, on a souligné ça, sont conscients que l'Église doit être plus qu'un lieu de culte, que les façons d'agir sont plus près des besoins concrets et que les immigrants sont la principale relève de leur communauté chrétienne. Avec tout ça, on vient aussi partiellement de répondre à votre deuxième question, mais là, j'y arrive plus directement. Alors, depuis la menace du PDI version 2017, avec sa volonté de vendre le bâtiment à Sainte-Geneviève, les organismes communautaires œuvrant à Sainte-Geneviève ont cherché à se relocaliser ailleurs, mais n'y sont pas parvenus. Dans tous les cas de figure, face à l'avenir, la vocation communautaire de Sainte-Geneviève, elle est indéniable et l'importance de conserver ici les organismes existants nous semble donc une évidence. Par ailleurs, nous soutenons que la pastorale d'ici paye pour y être et que c'est ce qui fait, entre autres, que le secteur Sainte-Geneviève couvre ses faits. Mario est comptable. Et s'il est important de garder cette église ouverte pour les bonnes raisons, la pastorale sociale en est une des principales. On en est convaincu. Avec de plus en plus de gens de mon quartier que je découvre et apprends à apprécier depuis les 2 dernières années, j'ai fait à cet égard de l'action-réflexion. Carrément, je vous dirais, de la réflexion active, sérieusement impliquée, comme je vous l'ai dit, dans le comité de sauvegarde de l'Église depuis bientôt 2 ans. C'est un comité légitime, mais qui est toujours informel, sans statut légal. On est rendu à 14 personnes, puis il y en a d'autres qui s'impliquent autour. Bref, nous sommes, pourrions-nous dire, une sorte de comité populaire, comme des gens assez vieux autour de la, je ne peux pas dire la table, là, mais j'utilise le mot, là, ça va vous faire rire, mais en tout cas,
on est une espèce de comité populaire comme ceux qui foisonnaient peut-être dans les années 70-80, à l'époque où on vivait dans un Québec globalement plus en ébullition, mais qui rêvait bien différemment qu'aujourd'hui. On n'a pas besoin de faire des relances sur ce qui se passe en 2020 là, pour voir que c'est bien différent qu'à cette époque-là. Donc, que doit et que peut devenir l'actuel lieu de culte catholique de l'avenue d'Amour avec son annexe, j'entends l'ex-presbytère, qui est installé sur un grand terrain gazonné des quatre côtés avec des beaux arbres nature et un vaste stationnement à ciel ouvert. Devenu aussi, au fil des 2 dernières décennies, un vigoureux, puis là, je vous le souligne à nouveau, là, on parle de 300 bénévoles en action juste dans l'ancien presbytère, oui, devenu un vigoureux lieu d'accueil d'organismes communautaires qui sont bien branchés sur les besoins de la communauté locale de la grande paroisse Notre-Dame de Foix, elle qui, oublions-le pas, est rendue dans la grande nouvelle ville de Québec. Ceci dans un grand monde, lui, au contraire, se rapetissant de plus en plus. Pourrait-on, peut-on, en 2021, en 2022, en tout cas à moyen terme, y loger, par exemple, un ou de nouveaux organismes se cherchant un nouveau toit. On avait suggéré le Saint-Vincent-de-Paul. Dans une section réaménagée d'église, partageant ses pieds carrés avec des croyants chrétiens catholiques, demandant légitimement un lieu de culte, maintenu et vivant, en y adjoignant d'autres annexes ou espaces bâtis, afin de générer des revenus pérennes. On pourrait penser particulièrement à faire des sections qui seraient des salles permettant la pratique ou l'expression de chorale, du développement d'expression du chant du théâtre. C'est des choses qu'on a discutées au comité de sauvegarde. Des spectacles culturels, bon, on peut énumérer une liste longue, des conférences, débats, même de l'habitation architecturalement bien intégrée de tout genre. Pas transformer l'église en condo, là, mais autour. Il y a un potentiel. Puis même un lieu de mémoire pour les défunts locaux. C'est des choses qui ont été exprimées par les gens qui s'impliquent. Il y a des cas d'église qui ont été transformés en tout, en partie en funérarium. Ça répond à un besoin de la part de gens chez nous. En conclusion, le comité de sauvegarde il a connu l'euphorie à l'occasion de la rencontre du 19 mars 2019 avec les membres de l'Assemblée de Fabrique. Vous avez eu la gentillesse de venir. On vous a accueillis dans le sous-sol du presbytère. Alors, pour une première fois, à cette époque-là, il y avait eu un sentiment d'être écouté, la sensation d'être compris dans des revendications qui faisaient suite à bien des réflexions, parce qu'il y a eu entre autres 2 rencontres avec les paroissiens de quartier. C'est dans une de ces rencontres-là que moi j'avais été sensibilisé à la réalité de l'Église. Et ce 19 mars-là, l'Assemblée de Fabrique elle a redonné confiance à ce que nous étions à l'époque. Puis je vous invite d'ailleurs à relire le procès-verbal de cette présentation du 19 mars parce qu'on avait tous fait des présentations écrites qui documentaient très bien les acquis de Sainte-Geneviève à cette époque-là. Ceci dit, 3 choses que j'amène en conclusion. Reconnaissons à Sainte-Geneviève son statut d'implication en pastoral social, comme vous l'avez fait par l'entremise de l'invitation à la capitation de 2019, où tous les organismes de Sainte-Geneviève y étaient indiqués, dont on a parlé tout à l'heure. 2, révisons au PDI l'orientation de la fermeture de l'église Sainte-Geneviève pour notamment redonner aux organismes qui y sont usagers une stabilité et une préoccupation de moins en signant un bail à long terme. Là, il fonctionne avec un bail à 1 an. Je ne connais pas un organisme qui est capable de gérer à petite semaine à l'année. Ils sont tous en train de bouger, de chercher de l'ailleurs. On ne les sécurise pas. On tire dans le pied. Puis enfin, ainsi libéré d'une insupportable épée de Damoclès, j'ai choisi mes mots, imaginons notre futur ensemble. On est un comité de sauvegarde plein d'énergie. On n'est pas tous 20 ans, là, on est tous vieillissants. Mais on est là pour chercher des solutions avec tout le monde. Et sur ce, je vous remercie de votre attention, puis on est là pour répondre à vos questions. Merci. Merci beaucoup, Daniel. Mario? Oui. Mario, pas nécessairement. Je juste à rajouter. Si vous avez des questions, je ne sais pas combien de temps il reste, ce n'est pas prévu que Mario ait un bout à lire. Il est là pour répondre et m'aider à répondre aux questions.
je ne veux pas imposer ça, mais s'il n'y a pas beaucoup de temps qui reste. Là. Mais Mario, je suis quand même certain que tu as quelque chose à dire. Merci de vous préoccuper du futur de la paroisse puis d'y travailler. Nous, au fond, je dis nous, je dirais les gens de Sainte-Geneviève sont très intéressés à garder le lieu de culte. C'est important pour eux autres. D'abord, compte tenu qu'il y en a qui n'ont pas la mobilité pour aller loin ou n'ont pas de véhicule. Donc, je veux dire, la vie de quartier est importante. Puis aussi, l'Église comme telle et son environnement est un peu comme un poumon de la vie de quartier. Tout est alentour, c'est la porte d'entrée pour le parc, c'est en fait une vitalité. Puis on le voit aussi par l'éclairage qu'on fait de l'Église. C'est comme un paratonnerre. Les gens arrivent et se sentent chez eux parce qu'il y a l'Église. Puis l'Église est un signe. Elle n'est peut-être pas pleine à l'intérieur, mais elle est un signe pour tous les gens qui passent devant. Donc, c'est un élément important, je veux dire, de sa vitalité. Puis en plus, comme Daniel a mentionné, il y a beaucoup de bénévolat. On dirait que les gens qui ont un certain âge, leur foi se traduit en bénévolat ou en désir d'aider. Donc, je veux dire, on en profite. Puis comme il y a beaucoup de besoins, c'est intéressant que les générations se rencontrent et s'entraident. Merci beaucoup. Quelqu'un de l'Assemblée de fabrique voudrait s'adresser ou à Daniel ou à Mario ou aux deux? Moi, je peux poser une question peut-être, parce qu'à un moment donné, donc, dans la présentation, on a parlé qu'il y a eu comme une expérience de fait en termes d'espace vert avec les jardins communautaires. Est-ce que ce dossier-là avait été travaillé, c'est avec Joseph au niveau de la paroisse? En tout cas, c'est pour essayer de comprendre, est-ce qu'il y avait une dynamique déjà de commencer à créer entre différentes unités quelque chose là par rapport à cette dimension plus environnementale? Tu réponds? Moi, je sais pas, mais je raconte l'histoire au complet ou bien quoi? Je peux commencer, puis après ça, tu pourras enrichir, Daniel. En fait, il y a eu une démarche de vous demander la permission pour le faire. Donc, on est allé aux autorités, M. Lavoie, entre autres. Là. Après ça, on en a parlé à notre comité liturgie qui était aussi au central pour voir où on pouvait le mettre, parce qu'on avait un choix, on voulait le mettre un peu en avant d'église pour demander aux gens d'y collaborer. Finalement, ça n'a pas été accueilli. On l'a mis à un autre endroit, mais on en a parlé. Pour répondre à la question, oui, on en a parlé. Est-ce que ça s'est rendu aux bonnes oreilles? Je ne sais pas. Est-ce que c'est comme, je dirais, à travers ce chantier-là, un souci de dire on voudrait donner plus d'ampleur à cette préoccupation de, je dirais, la place de l'environnement dans la pastorale? Ouf, écoutez, j'aime votre question. Vous allez au-delà de nos pensées parce que ça a été très terre à terre. Hein? On a fait à un moment donné un brainstorming. On était déjà une douzaine là, au comité de sauvegarde. Puis en tout cas, moi, c'est des choses que j'ai l'habitude de faire. Là, fait que on a fait ça, on a animé ça. Puis on a essayé de se bâtir faire sortir tout ce qui pouvait être intelligent de faire dans le contexte. Et c'est une idée que moi, j'avais mentionnée. Là. Et toute cette verdure-là, à un moment donné, c'est bien beau du gazon. Peut-être qu'on pourrait faire œuvre de aussi produire quelque chose qui serait mangeable là, plutôt qu'un beau gazon. Et j'ai pris le taureau par les cornes puis je l'ai fait. Alors, est-ce que ça va aller plus loin? Mario m'a aidé. On a été 2-3 là. Il est allé chercher de la terre. Moi, je suis allé chercher des planches de bois. Puis après ça, on a décidé où c'est qu'on allait le mettre. C'est un embryon de quelque chose. Je ne suis pas sûr qu'on va pouvoir le faire l'année prochaine, mais en tout cas, ça a été. Je vous dis, là, moi, ça a fait ma journée. Le mardi où j'ai appelé Valérie au champ à Courtepointe pour y annoncer la nouvelle parce qu'on ne les avait pas mis dans le coup. Là. Ils étaient fermés à cause de la COVID.
Puis je l'ai appelé, je dis, tu dois te demander c'est quoi qui se passe là à 15 pieds de ta porte. Puis là, j'ai dit, regarde, t'as qu'à tendre le bras puis récolte, c'est pour vous. C'est rien qu'entendre sa voix, ma journée était faite pour. C'était pas dur pour nous de le faire. Mario est allé chercher de la terre, j'ai trouvé des graines puis du bois, puis on l'a fait. On va être capable de le faire l'année prochaine, tant mieux, mais on était bien content qu'à la fabrique, vous nous disiez oui, faites-le. Attendez-vous entre vous, puis faites-le n'importe où, puis faites-le. Fait qu'on l'a fait là. Fait que ça sera quoi l'année prochaine? En tout cas, chaque jour suffit sa peine, on dit. Mais si ça va dans le sens que vous dites, là, vous ne savez pas à qui vous parlez, moi, ça va tout à fait dans mes valeurs. Là. Pour ça, je suis content que vous pensiez ça avec l'ampleur de votre question. Puis il y a eu d'autres personnes qui se sont impliquées pour bêcher. Ça ne se bêche pas tout seul, là, un jardin. Fait que, surtout que c'était partant de la pelouse, fait que c'était difficile. Fait que, il y a eu d'autres bénévoles qui sont impliqués. Donc, c'est juste pour dire que la communauté s'implique dans tous les projets presque. Moi, c'était un petit projet qui était à mon niveau. C'était facile de le faire. J'étais capable d'avoir de la matière première gratuitement, mais la terre, Mario est allé l'acheter. Puis, tout ça mis ensemble pour 4 épaules. On ne demandera pas de rapport. Je n'en ferai pas un projet du siècle. Ils ont d'autres choses à faire au Chantelet, de nous dire la quantité de légumes qu'ils ont ramassés. Mais je sais que j'ai donné le blé d'Inde qui a poussé à Mario parce que. Il y a un épi de maïs, finalement, qui a poussé. Je ne sais pas de où il est arrivé. On n'a jamais planté de maïs, mais il y a un maïs qui s'est mis à pousser là-dedans. Ça a récolté un épi. Fait que c'est les données à Mario. Jean-François, est-ce que tu crois que Jean veut parler? Mais Jean... Oui, mais j'ai aussi la main levée de Sylvie depuis tout à l'heure. Monseigneur, attendriez-vous une petite seconde? Laissez passer Sylvie. C'est sûr, toujours. Merci. Merci, M. Allard. Merci, Mario. Je suis intéressée par rapport aux organismes dont vous parlez qui occupent les locaux du presbytère. Est-ce qu'actuellement, ils sont à pleine capacité? Est-ce qu'ils ont des projets d'expansion? Ou est-ce que les locaux actuels répondent à leurs besoins? C'est plus Mario qui va répondre à ça. Ouais, c'est sûr qu'en temps de pandémie, il y en a quelques-unes qui sont plus au ralenti, mais là, on recommence à trouver une autre façon d'agir en tenant compte de la pandémie. Je crois qu'il y a un organisme qui commence à se trouver un peu à l'étroit. Mais je ne suis pas dans le plan de carrière ou dans le conseil d'administration. OK. Merci. Monseigneur Piché? Ce que j'entendais dans la question de Pascal tout à l'heure, vous me corrigerez, M. Pascal, si j'ai mal compris, c'est simplement que vous soulignez qu'il y avait un groupe qui s'est mis en action là, au niveau de l'écologie et du respect de la nature, dont fait partie, entre autres, Joseph Levasseur, qui n'est pas ce soir dans notre rencontre Zoom, mais je pense que vous demandiez, au fond, est-ce qu'il y a eu des liens avec des gens de d'autres paroisses qui ont un petit peu les mêmes, de d'autres communautés qui ont un petit peu les mêmes préoccupations? Est-ce qu'en se mettant ensemble, il y aurait moyen de promouvoir un peu plus ce souci-là au niveau de l'ensemble de la grande paroisse? Je pense que c'était un peu ça votre question. OK. Ah ben si c'était ça, vous m'apprenez tout ça, M. Piché, je ne savais pas qu'il y avait un comité, tant mieux. C'est un plaisir d'arrimer ça dans l'avenir. Ben, c'est-à-dire dans la mesure où c'est pas une nécessité que les comités deviennent les plus gros possibles, mais quand les gens ont des mêmes préoccupations dans plusieurs communautés, des fois, ça peut être intéressant. Il y a un jardin qui est mis sur pied aussi derrière le presbytère Saint-Mathieu, un peu dans le même esprit, je pense. Alors, c'est peut-être un peu dans ce sens-là que cette question-là était soulevée. Est-ce que ça répond bien à ce que vous vous posiez, M. Pascal? Oui, c'est ça. Écoutez, peut-être, je ne sais pas si on a le temps, mais ça mérite l'anecdote. Quand on était en train de planter, je pense, le jour où on est allé semer, il y avait des grands-parents qui étaient réunis en contexte COVID dans des chaises dans le stationnement en arrière, puis ils ont vu qu'on plantait. Fait que là, une dame qui est venue nous voir, puis là, ça n'a pas été long, elle nous a dit « Ah, ben nous, on a le jardin des grands-parents sur le terrain de l'école. » Donc, je dis « Ben oui, je sais qu'il est là. » Ben, un n'empêche pas l'autre. Puis là, ben, elle est venue voir ce qu'on faisait, puis elle dit « Mon Dieu, que vous avez de la belle terre. » J'ai dit « Ben ça, il faut dire merci à Mario. Je ne sais pas ce qu'il a trouvé sa terre, mais en tout cas, elle dit « Nous, c'est de la... On fait pousser nos affaires dans le sable puis dans de la mauvaise terre. » Ben, nous, en tout cas, à voir la récolte qu'on a eue, là, on avait
ça a pris bonne terre. Puis, fait que vous voyez, il y en a un aussi, M. Piché, pour votre information, un grand jardin communautaire, mais géré par les grands-parents, le souterrain de l'école, à 100 mètres. J'ai laissé faire leurs affaires. Nous, on l'a fait de notre manière. Nous, c'est sur un terrain béni. C'est juste à... C'est pour ça que ça pousse. Ouais. Pas qu'est-ce que Mario avait mis dans la terre, là, mais en tout cas. Merci beaucoup. Une dernière intervention de la part de la Février? Ben, moi, si tu permets, c'est parce que vous aviez aussi abordé une autre piste qui était reliée justement à la qualité sonore du bâtiment, de l'église, tout ça. Est-ce que vous êtes allé loin dans cette exploration-là? Parce que, bon, salle de spectacle, vous avez parlé qu'il y a eu un enregistrement. Est-ce qu'il y a plusieurs chorales qui se sont déjà produites? Donc, est-ce que c'est, je dirais, un axe que vous avez déjà fouillé? Oui, il y a un potentiel certain. Il y a un membre, oui, il est membre du comité, hein, qui n'est pas tout le temps là, mais on a essayé de le provoquer pour que ça aille à l'étape suivante, mais on est... vous voyez, c'est ça. Si on avait la garantie qu'on a 3 ans, 4 ans devant nous, qu'on n'est pas sous la menace d'un épée de Damoclès qui dit qu'on est vendu dans 1 an, dans 6 mois, on démarrerait des choses. On vous l'a dit, 19 décembre, 19 mars, quand vous êtes venus, on avait fait nos devoirs, puis on ne vous a pas partagé ce qu'on voulait faire parce qu'on voulait être rassurés. Jean-François, tu étais là. Puis, depuis ce temps-là, on attend de pouvoir travailler sur du solide. Donc, cet élément-là, ce potentiel spectacle, même salle de spectacle organisée pour du chant, de la chorale ou des enregistrements sonores, et il y a un potentiel évident. Puis, il y a des gens qui sont prêts à se mettre à l'œuvre. Puis, malgré ça, il y a une dame pendant l'hiver qui est venue enregistrer une vidéo, hein, Mario. Elle l'a fait. La dame qui reste en avant de chez moi, elle est chanteuse. J'ai proposé de faire un concert. Puis la qualité sonore de Sainte-Geneviève est indéniable. Elle est reconnue par. J'en parlerai à Richard Boisvert si vous voulez vous rassurer. C'est pas que les autres églises n'ont pas une belle qualité sonore, mais en tout cas, Sainte-Geneviève, c'est une salle de spectacle en soi. Merci. Sylvie, tu as levé la main à nouveau, je pense. Sylvie, as-tu quelque chose à... Non, désolé, là, ça c'est pas... On va éteindre ça, là. C'est beau. Merci beaucoup, Daniel, Mario, de cette relation-là, ce compte-rendu de ce que vous portez comme communauté. Je pense que c'est très important que vous l'apportiez, que vous le fassiez valoir très sereinement, d'ailleurs. Ce qui est particulier, je pense qu'il y a des choses qu'on n'avait pas entendues. Moi, il y a des choses que je n'avais jamais entendues. Okay. Et puis, ça nous aide, là. On est dans un recevoir de ce qui se passe. Alors, merci encore. Et puis, on passerait maintenant, si tout le monde est d'accord, du côté de Saint-Mathieu avec Jérôme Gagnon. Jérôme, es-tu prêt? Oui, je suis là. Donc, je vais me présenter. Jérôme Gagnon, marié, 4 enfants, 35 ans. Je travaille comme gérant à l'Archevêché de Québec depuis un petit peu plus d'1 an maintenant. Donc, je fréquente la paroisse Saint-Mathieu via le chemin néo-catéchuménal depuis un peu plus d'1 dizaine d'années. Je vais vous avouer, je me sens bien petit de vous présenter tout ça parce que, comme les 2 dernières personnes qui ont présenté, là, je vois puis je sens que ce sont des gens qui sont très impliqués dans le quotidien de leur église. Moi, pour ma part, je chemine avec une petite communauté et on est accueillis à Saint-Mathieu. On va faire nos célébrations dans le sous-sol. Donc, je ne vis pas dans le secteur. J'habite plus dans le coin de l'ancienne Lorette.
Mais l'Église de Saint-Mathieu nous accueille. Puis lors des présentations puis des rencontres qu'on a eues en sous-groupe, ben, on m'a demandé de présenter. Alors, je vais le faire bien humblement avec ce que j'ai. J'avais pris des photos là, des cartons, donc ça va être assez factuel. Oui, c'est ça. Ce sera plutôt des faits pour des questions précises pour la vie là, au quotidien de cette Église-là. Je vais essayer de répondre du mieux que je peux, mais je ne vais pas vous inventer des réponses. Je vais vous dire aussi que dans le groupe qu'on était, il y avait à peu près que des gens du chemin néo-catéchuménal qui étaient présents, sauf deux paroissiennes qui connaissaient peut-être un petit peu plus la vie concrète là, à Saint-Mathieu, mais ne se sentaient pas appelés, disons, à faire la présentation. Je vais me baser sur les cartons qu'on avait préparés, que j'ai pris en photo. Donc, on avait la première question au niveau de qui nous sommes. Donc, on a parlé d'adoration. À Saint-Mathieu, il y a une chapelle d'adoration. On a parlé de Triduum Pascal, de chemin de croix interparoisse. On a parlé de chorale pour adultes. Ensuite, on a parlé de mission urbaine aussi, donc probablement qui est basée là, mais mission urbaine est appelée à aller un peu partout dans la ville, pas simplement dans la paroisse de Notre-Dame-de-Foix. Je pense qu'elle déborde un peu de ça, si je ne me trompe pas. C'est axé pour les 18-35 ans. Donc, un peu comme le chemin néo-catéchuménal, c'est-à-dire on est basé là, mais on rayonne partout dans la ville, si on pourrait dire. On a parlé de la présence des chevaliers de Colomb, de la présence de la Saint-Vincent-de-Paul qui offre beaucoup de services. Des catéchèses pour adultes qui sont données à quelques reprises durant l'année par le chemin néo-catéchuménal. On a parlé des brebis de Jésus qui sont présentes aussi, des groupes de prière charismatiques. On a parlé des services de garde pendant la messe. Donc, pendant la période aussi de carême et période de l'Avent, la célébration des Laudes qui se fait à 6h10 à tous les matins. Donc, une notion d'écuménisme aussi. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais lors des attentats là, de la mosquée, il y avait eu une messe spéciale écuménique, si on pourrait dire, là, qui avait été présentée. Puis pour commémorer l'anniversaire l'année d'ensuite, ce qui se trouve être l'an passé, il y avait eu un espèce de souper ou banquet, rassemblement. Là. Donc, il y a cet aspect-là écuménique qui est quand même important, cette ouverture à l'autre. On a parlé de location pour des organismes pour aider des proches aidants. Célébration eucharistique, nécessairement dans une église, c'est vraiment, je pense, sa fonction première. Groupe de jeunes du samedi soir, ici, c'est noté avec Freddy. Je crois que c'est des jeunes hispanophones qui se rencontrent. Je ne sais pas qui est Freddy ou s'il est présent ce soir. Ensuite, célébration de la parole et Eucharistie, toujours avec le chemin néo-catéchuménal qui sont présents là avec la pandémie. On est ailleurs, mais règle générale, les mardis, mercredis et jeudis, il y a des communautés qui se rassemblent pour des célébrations de la parole et les samedis soirs pour l'Eucharistie. En passant, l'Eucharistie qui est ouverte à tous, là, pas seulement aux gens du chemin néo-catéchuménal. On a parlé de service aux malades aussi. Donc, grosso modo, ça fait le tour pour qui nous sommes. Peut-être, je ne sais pas si quelqu'un connaît plus Saint-Mathieu, pourrait peut-être s'avancer sur des choses que je n'ai pas mentionnées, là, sur ce qui est la paroisse. Non. Alors, je vais poursuivre avec la mission, qui était notre second carton, la mission. Arismendi vous l'a parlé. Arismendi vous l'a parlé. Allez-y. Ouvre ton micro, Arismendi. Ouais, okay. Salut à tous
les membres de l'Assemblée des fabriques. Oui, pour les personnes qui ne sont pas encore pour San Mateo, il faut souligner aussi que présentement il fait l'accueil de la communauté de langue portugaise, particulièrement la communauté brésilienne, qui célèbre une fois par mois à l'église San Mateo. Et nous, comme communauté latino, qui on célèbre tous les dimanches à 17h. Et depuis quelques périodes de temps, on a commencé à réaménager le temps de la rencontre. Et dorénavant, mais ça va continuer un centre pour la catéchèse à San Mateo, mais va servir aussi comme plateau tournant pour la production de TV de NDF TV. Comme tous les membres de l'Assemblée, les participants connaissent, on a la chaîne de TV par YouTube et par Facebook Live. Et dorénavant, on a commencé déjà à faire des ajustements pour utiliser ce bel endroit que c'est l'attente de la rencontre pour la production de notre chaîne de TV. Alors, dans le moment approprié, l'Assemblée des fabriques va être invitée pour qu'ils passent par les caméras pour dire qui vous sont, c'est quoi votre rôle à l'Assemblée des fabriques, pour que les gens de la paroisse connaissent votre visage aussi. Merci, Arismendi. Jérôme, veux-tu reprendre avec l'élément mission? Oui, certainement. En fait, je pense que ce qui est sorti de l'élément mission pour Saint-Matthieu est assez universel pour chacune des églises. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier à Saint-Matthieu dans sa mission? À voir, je vais vous lire un peu ce qu'on avait écrit. Donc, mais ça me semble, en tout cas, moi, à première vue, être quelque chose qui est universel pour toutes les églises, c'est-à-dire un accueil pour tous, le besoin d'annoncer Jésus-Christ, d'évangéliser pas pour nous-mêmes, hein, mais pour rayonner, pour porter le message du Christ à Saint-Matthieu, mais en dehors de la paroisse aussi. Donc ça se fait entre autres par la catéchisation, par l'enseignement de l'histoire, puis comment on catéchise aussi. Je vais m'éloigner un peu, mais on catéchise avec ce qu'on est, avec notre histoire, puis avec ce que le Christ nous donne. Donc, c'est vraiment de rayonner, hein, d'être un témoignage pour les autres, mais que ce soit à Saint-Matthieu ou que ce soit dans une autre église, c'est notre mission première comme chrétien. Donc, on poursuit comme donner des signes, en fait, montrer l'amour de Dieu. On a l'adoration, hein, c'est quand même quelque chose d'important, la présence perpétuelle dans la petite chapelle d'adoration, c'est quelque chose qui à ne pas négliger. Actualiser la parole de Dieu, on pourrait peut-être dire par là la vulgariser, hein, pour la rendre accessible, sans les dénaturer, bien sûr, là, mais à ceux qui sont un peu plus éloignés de l'Église. Vive le CEDER. On avait parlé de rejoindre les jeunes, hein, les moins de 40 ans. Entre parenthèses, c'est un défi. Peut-être un des moyens d'aller chercher des jeunes, c'est par d'autres jeunes aussi. Faire naître des chrétiens, mais ça revient à l'évangélisation, à la catéchisation, à l'enseignement de l'Église et tout ça. Je lis un peu la feuille ici, là. Donc, comme chrétien, on a un trésor à partager. Comment faire pour transmettre la foi, les nouvelles réalités. Donc, comme le pape nous dit, d'aller en périphérie. Ici, on a parlé d'Eucharistie, qui est vraiment le centre de notre vie chrétienne, hein. Donc, l'Eucharistie est le sommet de la vie chrétienne. On commence par le sommet et non la base, c'est-à-dire faire connaître Jésus, faire connaître l'histoire, disons, l'histoire des Hébreux, l'histoire du peuple juif jusqu'à l'Évangile. Mais bon, on parle du PDI, là, pas tellement d'évangélisation, hein. Donc, moi, ce
ce que je vois puis ce que je comprends de tout ça, c'est que la mission qui a été énumérée ici, c'est la mission d'un chrétien, c'est celle d'une église. Est-ce que c'est celle qui est particulièrement liée à Saint-Matthieu? Ben, pas plus qu'à un autre endroit. Si je regarde un peu, j'ai regardé un peu les documents là, du PDI ici sur Saint-Matthieu, un document qui avait été produit sur Internet. En fait, on parle beaucoup du bâtiment. Hein, ce qui est intéressant à Saint-Mathieu, bon, ben c'est un peu le siège social de la paroisse. C'est une église où il y a beaucoup de salles disponibles. C'est une église, c'est une de ses avantages, ouais, c'est ça. Comment je pourrais dire ça? Je pense que dans tout ce qu'on a dit dans la mission ou dans qui nous sommes, c'est, comme je l'ai dit, c'est le fait d'être chrétien, donc ça se déplace. C'est pas le bâtiment qui fait qu'on peut vivre cette mission-là. Je ne sais pas si vous me suivez. Mais ce que Saint-Matthieu a de particulier, c'est que je pense qu'elle est très centrale. Je pense qu'elle est aménagée de façon à pouvoir accueillir plus de gens. Donc, il y a peut-être des possibilités plus grandes qu'à d'autres églises là, que Saint-Matthieu. Je ne prêche pas particulièrement pour celle-là ou pour un autre, mais c'est ce que je vois. D'un autre côté, si on regarde au niveau financier, il y a quelque chose d'intéressant dans le sens qu'elle est extrêmement bien située, donc elle a clairement une valeur monétaire pécuniaire importante pour le terrain, qui peut avoir une grande valeur. Mais est-ce qu'on désacralise un endroit, un lieu de culte juste pour sa valeur, pour faire de l'argent? Bon, ça, moi, je pense pas, mais ça, c'est un peu, je pense que c'est un peu votre travail de voir à ça. Mais bon, caractéristiques architecturales, c'était bien écrit, puis moi, je suis très bien d'accord avec ça. L'aménagement des espaces bureaux correspond aux besoins actuels de la paroisse, accueille les services pastoraux des 4 communautés de l'ancienne paroisse Notre-Dame de Foix. Donc, c'est ça, je pense que, grosso modo, là, j'ai fait c'est assez sommaire, là. Je ne sais pas si vous avez des questions ou si vous avez quelque chose de particulier ou des commentaires. Allez-y. J'avais pas parlé on a parlé de la mission, j'ai pas parlé du comment non plus. Là. Alors, Jean-François, est-ce que tu veux que je poursuive avec ce qui avait été noté sur le comment? Oui, s'il te plaît. Donc, Attends un petit peu, Pascal. Pascal a levé la main. Pascal, voudrais-tu intervenir maintenant? Oui, peut-être parce que tu as abordé tout à l'heure location pour aider les proches aidants. Ouais. Est-ce que ça se limitait uniquement à une location ou est-ce qu'il y avait comme un travail pour voir comment, je dirais, on pouvait, je dirais, épauler ses proches aidants face à certaines dimensions plus spirituelles? Ou est-ce que c'était uniquement la location, puis il n'y avait pas eu d'autres idées, ou est-ce que c'était plus que ça, comme une collaboration? Parce que les proches aidants, oui, ouais, il faut les supporter, mais c'est aussi bien souvent, ce sont des personnes qui essaient à certains moments de réfléchir sur le sens à donner. Oui, je pense, mais en fait, c'était dans le qui nous sommes, j'avais parlé de service aux malades. Mais non, je ne suis pas au courant d'initiatives particulières pour les proches aidants à Saint-Matthieu. D'accord. Alors, veux-tu continuer sur le comment? Oui, oui. Il y avait M. Lozanda qui avait dit la même. Ah, Arismendi. Merci. C'est seulement pour clarifier un peu l'aspect pour le même comité d'accompagnement pour les personnes malades, les ESAN, qu'on a travaillé à Saint-Mathieu. Et surtout les 12 dernières années, c'était un cycle de conférences, particulièrement moi-même qui a donné les conférences sur comment accompagner les personnes malades et comment accompagner les proches aidants. Parce que la crise que vit, pas seulement les malades, les proches aidants vivent aussi
en situation de détresse. Alors, mais c'est des conférences ponctuelles que s'étaient données au sous-sol de San Mateo avec le comité des malades. Merci, Esmendi. Donc, je vais poursuivre avec le comment. Donc, comment on peut, en fait, poursuivre cette mission-là. Encore là, ça me semble être des choses qui sont assez universelles dans l'Église. Donc, on parle de catéchèse pour enfants ou pour les parents, disons, pendant la messe. Donc, on a parlé tantôt de service de garde, mais une bonne idée peut être de pas simplement amener les enfants se faire garder, mais pendant cette période de gardiennage-là, il peut y avoir des catéchèses pour les enfants. Donc, on parle aussi de en fait, c'est que chaque chrétien doit susciter des interrogations chez l'autre, chez quelqu'un qui est plus éloigné de l'Église par sa manière de vivre. Ensuite, axer un peu les activités vers des catéchèses pour adultes. Puis c'est un peu la tendance du diocèse actuellement, de former peut-être des plus petites communautés, des assemblées de cuisine, de faire des célébrations de la parole. Là. Si on regarde l'ouverture de l'année pastorale de l'an passé, là, ça ressemblait beaucoup à ça. Prendre le temps de fraterniser, bon, c'est sûr que c'est un petit peu difficile depuis quelques mois là, de fraterniser. Mais dans une époque, dans un moment normal, hors épidémie, je pense que la socialisation entre les chrétiens pourrait être... puis ça s'est vu avec les musulmans aussi. Là. Bon, ça s'est fait dans un contexte où il y a eu une tragédie, mais est-ce que ça ne peut pas se faire dans un autre contexte? On n'est pas obligé d'attendre des tragédies pour fraterniser avec l'autre, puis lui montrer qu'on est proche. En fait, des messes qui regroupent les communautés paroissiales, c'est-à-dire, de ce que j'en comprends, c'est que oui, chacune des églises a des messes, mais est-ce qu'on ne peut pas faire parfois des messes de gens d'un peu toutes les communautés hein, pour fraterniser, pour faire vraiment paroisse. On a parlé de JMJ diocésaine qui permet de connaître les autres. Puis pour les jeunes, c'est quelque chose de très bien. On permet de socialiser, de rencontrer d'autres chrétiens. Donc, comme en tout cas, moi je le vis aussi, c'est pas si évident de rencontrer d'autres chrétiens dans le contexte de mon cheminement de foi. J'en côtoie à tous les jours. Ils font partie de ma communauté, si on pourrait dire. Mais en dehors de ce cercle-là, des jeunes, bon, il y en a à Saint-Thomas-d'Aquin, il y en a un petit peu partout, mais des fois, c'est difficile de se rassembler puis de voir. En fait, on a tendance à penser qu'il n'y a plus de jeunes à l'Église, mais c'est faux, il y en a. C'est juste qu'ils sont dispersés un petit peu partout, il faut les voir. On n'est pas une foule, mais il y en a beaucoup quand même. Cette église-là, elle est vivante. Là. Les jeunes sont présents. Être capable de connaître chaque charisme aussi. Bon, je peux prendre un exemple personnel. Au début, j'ai parlé des charismatiques. Bon, c'est une réalité, moi, personnellement, que je ne connais pas beaucoup. Ensuite, puis pour beaucoup, le chemin néocatéchuménal, par exemple, je vous parle de ça parce que c'est ce que je connais le plus, et pas connu non plus tant que ça. Donc, c'est d'apprendre à se connaître entre nous. On a la même foi, on a des différences dans la manière de la vivre, peut-être, ou de la partager, mais on prie le même Jésus-Christ. On est ensemble. Je regarde encore un petit peu. Bon, il y a une dame qui avait soulevé aussi au niveau de l'environnement. C'est quelque chose qui touche de plus en plus les gens, là, la réalité là, du réchauffement climatique, de l'environnement et tout ça. Donc, peut-être on peut se servir de cet aspect-là pour attirer des jeunes, des familles, avec un aspect d'évangélisation, certainement, parce qu'on
on peut faire des regroupements écologiques, mais on est en église, donc il faut quand même qu'on ait on a une mission là, par rapport aux gens. Donc, ça fait le tour du comment, de mon côté. Merci. Des questions, quelqu'un? Merci beaucoup, Jérôme, de ta présentation qui transmet un esprit de ce qui se vit à Saint-Mathieu, au-delà de ce qui est la réalité du chemin néocatéchuménal. Donc, on arrive au terme de notre soirée. Alors, on va prendre le temps de laisser ça se déposer. En préparation du discernement qu'on va faire, on a une autre soirée après-demain où il reste encore Notre-Dame de Foix et Saint-Louis de France et Saint-Yves à recevoir. Alors, merci à tous d'avoir été présents. Merci d'avoir été attentifs. Et puis, alors, on se donne un rendez-vous pour après-demain soir. Merci beaucoup à tout le monde. Et bonsoir tout le monde. Merci. Bonne fin de soirée. Merci. Bonsoir tout le monde. Alors, je me fais à la rencontre.